Bonjour à tous. Donc, il est temps de commencer notre conférence dans le cadre de la CITEC Week, donc, qui s'intitule « Innovation spatiale, perspective de développement pour le secteur maritime », donc, que nous organisons avec le GIS Bretelles et les ABIC Nord-France. Donc, je suis Anaïs Turpot du pôle mer Bretagne-Atlantique et animatrice du Booster North Space. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui durera environ 2 heures. Je vais commencer par vous donner quelques règles de bonne conduite, on va dire, en préambule. Donc, pour toute question, il faudra utiliser donc, la petite cartouche qui est située en dessous de l'écran où est retransmis ce webinaire. Et donc, nous chargerons de modérer les questions et de les poser donc, aux différents intervenants pendant les sessions de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent après coup ou voilà, des petites réflexions, etc., vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Après le webinaire, vous avez l'ensemble de nos coordonnées qui seront disponibles dans la présentation qui vous sera envoyée à l'issue. Donc pour votre information également, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur le site de la CITEC Week. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Nicolas Bellec qui sera notre monsieur loyal voilà, pendant cette conférence et qui passera la parole aux différents intervenants. Je laisse présenter le programme. Bonjour à tous, merci Anaïs. Du coup, pour le programme de cette session dédiée aux solutions spatiales pour le secteur maritime, on a la joie d'accueillir Éric Brel de la direction innovation et application et sciences du CNES. Pardon. Il est expert en application et services aval. Il va nous faire une introduction pour cette session. Par la suite, nous aurons une présentation des structures d'accompagnement. Donc, le Booster North Space, les ABIC Nord France et enfin une initiative qui devrait voir le jour en 2021 qui est l'Institut régional de l'innovation spatiale, IRISpace. Par la suite, nous aurons des pitchs d'entreprises. Alors, nous avons comme première entreprise Unseen Labs. Nous aurons aussi Cyproven qui nous présentera les solutions spatiales qu'elle propose. Nous avons aussi la joie de pouvoir accueillir Solène Routaboul qui va nous présenter les solutions de CLS et nous parlera aussi de sa filiale Kineis. Et enfin, nous aurons Yann Guichou qui nous présentera les solutions d'Eodine. Pour suivre, nous avons souhaité donner la parole à d'autres acteurs de la filière maritime et donc, du coup, nous avons la joie de pouvoir accueillir Stéphane Alain Rioux, que nous connaissons bien ici et qui est désormais directeur du développement à Iberdrola et qui va nous parler des besoins d'une filière émergente qui est la filière des énergies marines renouvelables. Et enfin, nous ferons une conclusion et nous poserons la fin de l'atelier. Donc, pour ne pas maintenir la parole, je la donne tout de suite à Éric Brel du CNES pour faire une introduction. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que ça marche. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu l'implication du CNES dans le maritime, tel qu'avec l'évolution des marchés de différents secteurs, nous avons décidé au niveau national d'accélérer la valorisation du spatial dans tous les secteurs économiques. Alors pour cela, on a mis en place une initiative Connect by CNES, dont vous voyez là afficher les objectifs. Et ces objectifs, on les a priorisés sur 3 secteurs, l'environnement, la mobilité, la santé. Et donc, le maritime se retrouve dans le cadre de la mobilité, mais cela ne nous empêche pas, au niveau maritime, de parler aussi d'environnement. Alors, cette initiative Connect by CNES, elle s'appuie sur 5 services, de l'expertise, avec certains services et jeux de données qu'on trouve au niveau des outils sur lesquels travaille le CNES. Donc, César, c'est pour les télécoms, MEDES, c'est pour la santé, Guide, c'est pour la navigation, Léolab, c'est pour faire de traitement de données d'observation de la Terre, et puis je parlerai un petit peu plus tard de Copernicus et Dataterra.
Donc, les autres services qu'on fournit, c'est aussi du financement. Donc, on a au moins 2 outils de financement, qui est le Space Ticket pour faire de l'amorçage avec un fonds de BPI, et Pulsar, qui est un outil de financement de projet au travers de l'agence européenne, de l'ESA, pour lequel le CNES, au compte de la France, a mis de l'argent. On peut apporter aussi des formations dans l'utilisation du spatial. On peut promouvoir les acteurs qui nous semblent intéressants, pour lesquels on trouve que la solution intègre bien le spatial. Donc, on a un serveur web, on a du LinkedIn, du Twitter, mais aussi on a de grandes présences dans des salons où on accueille aussi les startups qui nous intéressent. En fait, enfin, on a un service d'incubation, enfin, pas directement de l'incubation de la part du CNES, mais au travers notamment de l'ESA, donc tout à l'heure Alexia vous en parlera, et on a aussi un outil d'idéation qui est Acting Space, qui est un grand hackathon qui regroupe une 50aine de villes sur la planète pendant un week-end pour parler un peu d'innovation en spatial. Voilà, donc ça, ce sont les services qu'on offre. Et avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler un peu quelques principes très importants à connaître au niveau du spatial, donc des principes orbitologie, pardon, orbitographie, pardon. Donc, il y a deux types d'orbites qui sont très importantes pour le spatial autour de la Terre. Il y a d'abord l'orbite géostationnaire qui est à 35 786, tel que vous le voyez là. Est-ce que ça se relance peut-être? Oui, on va relancer. Donc, ce qui est intéressant de cette orbite, c'est que le satellite, en tournant, il tourne à la même vitesse que la Terre et donc il voit toujours le même endroit sur la Terre. Donc, il peut même voir jusqu'à une demi-terre. Bon, le seul souci, c'est que c'est à 35 000 km, donc c'est un peu loin. Donc, problème de pixels au sol qui est très grand, et puis surtout de la latence dans les signaux. Voilà. L'autre type d'orbite qui est important à retenir, c'est les LEO, c'est les orbites basses qui sont, alors eux, en gros, la station spatiale est à 400 km et on a certains satellites qui montent jusqu'à 1200 km. Donc, ils ne sont pas loin. Donc, on peut avoir des résolutions spatiales très importantes. On peut descendre pour les militaires très, très bas. On ne le dit pas, mais c'est très bas. Pour le civil, on descend jusqu'à 50 ou 30 cm. Par contre, le satellite tourne et ça enclenche certaines choses qu'on verra plus tard. Ici, donc. Alors là, je vous présente sur cette planche un peu tous les jeux de données dont on dispose au niveau du spatial. Vous avez tout un tas de satellites divers et variés qui font de l'optique, du radar, des senseurs d'atmosphère, donc pour tout ce qui est météo ou tout ce qui est physique de l'atmosphère. On a tous les altimètres pour l'océan et tout ça. Alors, des éléments techniques à bien retenir au niveau des satellites. Alors, il y a 3 directions à bien retenir. C'est d'abord la résolution spatiale sur la gauche. Donc, vous avez par exemple un satellite Pléiade qui fait du 70 cm. Ça, c'est la place du Capitole à Toulouse. Et au-dessus, vous avez exactement la même image prise par Sentinel-2, qui est un satellite du système Copernicus et qui, lui, a une résolution de 10 mètres. Donc, vous voyez, ce n'est pas pareil. Mais ça n'empêche pas que Sentinel-2 a beaucoup d'intérêt. Je prendrai exemple, par exemple, en bathymétrie, on s'aperçoit que Sentinel-2 et Pléiade arrivent à peu près au même résultat pour faire des mesures de bathymétrie parce que Pléiade est tellement résolu qu'il voit les vaguelettes et que les vaguelettes viennent gêner la mesure. Et donc, voilà, les deux résolutions sont intéressantes. Autre axe, c'est la résolution spectrale. Donc là, vous voyez des incendies pris avec différents spectres et longueurs d'onde, pardon. Et vous voyez qu'on ne voit pas la même chose. On voit les points chauds, on voit les zones qu'on brûlait ou on voit le noir que le charbon. Le dernier axe, la résolution temporelle. Donc vous voyez un peu ici la trace au sol d'un satellite. Donc ça, c'est un satellite CFOSAT qui a été lancé l'année dernière. Vous voyez à peu près la zone couverte par rapport à une trace, c'est les 2 petits traits blancs de chaque côté de la trace au zénith du satellite. Vous voyez là ce que couvre le satellite pendant une journée. Je ne sais plus, CFOSAT, je crois que c'est 16 jours pour revenir exactement sur la même trace. Et donc, ça veut dire que comme la Terre tournant, petit à petit, au fur et à mesure des jours,
il va couvrir une partie de ce trou entre les deux traces de la même journée, mais il y aura toujours des trous. Donc, on ne peut pas avoir une vision globale de la Terre avec, à un moment précis, avec un satellite défilant, un satellite en orbite basse. Et donc, toutes les mesures qui sont données sont des mesures faites à partir de modèles, à partir des mesures prises le long de ces traces. Donc, je ne sais pas si je suis clair, ce n'est pas évident à comprendre. J'espère que vous comprendrez qu'il y a une petite réflexion à avoir sur l'utilisation des données spatiales en orbite basse. Voilà. Donc, maintenant que vous avez tous les éléments sur les services qu'offre le CNES et sur un peu de notions techno, je vais vous parler un peu des bases de données dont on dispose au niveau du spatial. C'est en pleine progression, mais actuellement, on a d'abord toutes les données scientifiques, parce que le CNES fournit des moyens scientifiques à la France, au laboratoire français. Et donc, toutes les données sont regroupées dans 4 pôles de données, TEIA pour surface continentale, Audatis pour l'océan, Aeris pour l'atmosphère et Formater pour les terres solides. C'est regroupé dans un IRT Dataterra qui a ouvert cette année. Donc, ces données sont scientifiques, on peut les accéder comme on veut, enfin c'est gratuit, mais comme je vous l'ai montré, au moins au niveau revisite, c'est pas merveilleux. Alors, au niveau européen, a été développé le système Copernicus, où il y a toute une série de types de satellites, des satellites qu'on appelle les sentinelles, qui vont tourner de manière opérationnelle autour de la Terre. Et le principe, c'est que les revisites se font à 5 jours, et donc la couverture de la Terre se fait en 5 jours. On a Sentinelle-1 qui fait globalement du radar, Sentinelle-2 de l'optique, Sentinelle-3 qui fait de l'altimétrie. Voilà, il y a après Sentinelle-4 et Sentinelle-5, c'est pour l'atmosphère. Voilà, il y a la famille des sentinelles pour prendre des images. Elles sont regroupées dans des grandes bases de données, puisqu'on a plusieurs téraoctets par semaine. Et il y a des services qui sont fournis à partir de ces données, des services génériques. Donc, pour le maritime, pour faire simple, c'est le CEMEMS qui est dirigé par Mercator, la société Mercator Océan à Toulouse. De toutes ces données-là, au niveau européen, il a été défini des DIAS qui sont les outils que vous allez voir, les serveurs web que vous allez voir, c'est des places de marché en fait, avec accès gratuitement aux données de Copernicus et ça peut accéder aussi des données un peu payantes d'opérateurs privés. Pour ma part, pour tout ce qui est maritime, j'aime bien Wekeo, je ne devrais pas donner mon avis, mais je le donne quand même. Wekeo, qui est le DIAS qui a été développé avec notamment Mercator Océan, donc ils sont en plein cœur du maritime. Comme ce n'est pas tout à fait opérationnel, le CNES vous propose un outil qui s'appelle PEPS. Vous retrouvez toutes les données de Copernicus et puis quelques services en plus pour accéder gratuitement à tout cet ensemble. Ensuite, il y a un autre système qui a été mis en place avec le CNRS qui est Dynamis, l'outil Dynamis, un serveur web qui permet d'accéder de manière homogène à des données payantes comme celle d'Airbus, donc observation de la Terre optique ou radar. Alors, un exemple, vous avez besoin de certaines images, vous allez aller les chercher au travers d'un des 4 pôles de données dans un outil comme PEPS ou comme un DIAS. Donc, par exemple, là, c'est des données de niveau 2, c'est-à-dire qu'ils sont comme de l'orthophoto. Et après, vous pouvez aller y chercher de l'information. Et vous avez ici, par exemple, ce que fournit le CESBio de manière mensuelle avec le satellite Sentinelle-2. Il vous fournit toute l'occupation du sol de toute la France, sans nuages, sans rien du tout. Voilà un exemple d'utilisation. Bon, tout ça, vous avez en haut toute la liste des acteurs qui contribuent un peu à tout ce système-là. Alors maintenant, quelques exemples d'utilisation des données dans le cadre du maritime. Alors d'abord, au côté CNES, on s'est lancé sur une certaine stratégie où le cœur de cette stratégie s'appuie sur la notion du Smart for Green. Alors Smart for Green, c'est l'intelligence pour une utilisation plus verte du maritime, sachant que le fuel est un des plus gros problèmes de génération de CO2 au niveau de la planète. Il représente 5%, le peu de navires qui sont sur nos océans représentent quand même 5% des émissions de CO2. Donc la première étape au niveau national, au niveau maritime national, c'est de passer au GNL, qui limite déjà
certaines émissions de gaz et de particules. La seconde, c'est essayer d'hybrider avec différents types d'énergie. Donc, il y a toujours le GNL, toujours à court terme, mais arrive maintenant tout ce qui est voile ou aile, le photovoltaïque et commence à poindre l'hydrogène. Mais pour nous, au CNES, on a vu que la meilleure énergie était celle qui n'était pas consommée. C'est-à-dire qu'en ayant une très bonne connaissance de l'environnement marin, les courants, les vents, les vagues, on peut guider le bateau pour qu'il profite de ces éléments au lieu de se battre contre eux. Et donc, en ayant un routage intelligent, on économise énormément d'énergie. Ensuite, l'autre point où le SMART est intéressant, c'est que l'utilisation dans un système hybridé, comme par exemple celui de Energy Observer qui circule dans les Caraïbes actuellement, c'est de pouvoir gérer l'optimisation de l'utilisation des différentes énergies disponibles. Donc, dans Energy Observer, vous avez les ailes, vous avez le solaire et vous avez de l'hydrogène. Donc, en fonction du vent, en fonction de l'éclairage solaire et tout, il devient intéressant, voire même très efficace, de pouvoir optimiser l'utilisation de chacun des systèmes de propulsion. Donc, à partir de là, quand on commence à réfléchir, on arrive à une certaine réflexion sur le routage qui intègre énormément d'éléments du spatial. Donc, vous avez là différents exemples de fonctions où on a besoin du spatial. Donc, pour l'émission des ports, on fait de l'émission de GES dans les ports. On peut aller chercher les mesures de gaz. Pour faire tout ce qui est courantologie, on va sur Audatis récupérer les courants. On peut faire de la recherche d'obstacles géographiques avec de l'optique. On peut faire de la mesure de l'AIS avec des télécoms. Voilà. Vous avez tout un tas d'outils du spatial qui s'intègrent dans la gestion du routage, donc, et les éléments principaux étant tout ce qui est vent, vague et courant qu'on peut mesurer maintenant de manière pratiquement opérationnelle, notamment dans le CMEMS, donc, qui est le service Copernicus géré par Mercator Océan. Donc, vous avez tout ça. Vous voyez qu'on peut même aller plus loin, puisque EGNOS, le système de Galileo et GPS, peut nous servir au moins dans les ports. Un autre exemple, c'est la mesure de bathymétrie et de trait de côte. Donc, vous avez par exemple la société IC qui a présenté dernièrement un service qu'elle génère pour la région sud, où elle fournit 2 fois par an le trait de côte sur toute la région, donc de la Camargue jusqu'à Menton, et aussi la bathymétrie jusqu'à 10 mètres de profondeur. Vous avez un peu le niveau d'erreur qui est très intéressant parce que c'est du niveau de ce qui est obtenu beaucoup plus difficilement par d'autres moyens. Alors, un autre exemple, c'est la surveillance du littoral. Donc, surveillance, mais en termes de catastrophes climatiques, donc des tempêtes, des submersions, des conjugaisons de submersion et d'inondation. Et donc là, la société CLS organise avec d'autres acteurs la construction d'un observatoire en fonction du changement climatique des littoraux. Donc là, c'est du littoral de l'Occitanie. Donc ce système-là se met en place et on en est à l'étude de faisabilité au niveau spatial. Il y aura des outils qu'on appelle in situ, des équipements, des capteurs mis le long des plages et des bords. Et il y a une étude qui va jusqu'à l'intégration du changement climatique. Je ne sais plus où j'en suis de mon animation, voilà. Et donc, à terme, CLS compte intégrer tout cela dans un Digital Twin Océan, un jumeau numérique de l'océan qu'elle est en train de préparer avec Mercator Océan et Ifremer. Donc, vous avez là, dans le Vigilito, des données de radar, des données d'optique et aussi tous les éléments courantologiques, le vent et les vagues. Après, un dernier type d'exemple, c'est tout ce qui est lié à la couleur de l'eau. Donc, on va chercher de la couleur de l'eau avec l'optique ou avec un lidar. Et on peut, à partir de là, faire pas mal d'applications différentes, comme de l'aquaculture, la qualité de l'eau de l'aquaculture, de la protection de zone. Donc là, l'image que vous avez, c'est avec l'outil DONIAV de la protection des herbiers. Et on veut aller plus loin en essayant d'identifier les bateaux
qui s'ancrent dans les herbiers et qui détruisent les herbiers. On peut aller sur de la pollution des ports. Et puis, les pleines réflexions, même si ce n'est pas évident, en utilisant de l'optique et du radar, commencer à suivre le plastique. Voilà. Et dans tout ça, les données qui servent à tout le monde, c'est tout ce qui est les courants au bord du littoral et les champs de vagues, les champs de vent. Voilà, j'espère que je ne suis pas allé trop vite parce que j'avais un petit temps imparti. J'espère que j'ai été clair. Et maintenant, si vous avez des réponses, je peux peut-être préciser quelques points dans toute ma petite présentation. Merci beaucoup, Eric. Alors, il y a 2 questions. Pour l'instant, vous pouvez continuer à les poser, je les vois en direct. Il y a une question à propos des DIAS, sur leur fonctionnement. Donc, comment fonctionnent les DIAS? Est-ce qu'il est possible d'en dire un petit peu plus sur le rôle de chacun de ces DIAS, notamment les DIAS des maritimes? Très bonne question. C'est la seule que je n'avais pas préparée. Et donc, je ne sais pas trop vous répondre là-dessus. Donc, globalement, c'est un peu comme des places de marché qui accèdent à tous les types de données Copernicus gratuites et les données des acteurs qui se sont intégrés dans ces DIAS. Donc, par exemple, le DIAS Wekeo, on retrouve l'entreprise Thales Alenia Space qui fait de l'observation de la Terre et de la surveillance de mer, donc qui intègre aussi ces données payantes. Il y a d'autres DIAS qui intègrent de l'Airbus et tout. Donc, les prix, tout ça, sont en fonction du DIAS. Chaque DIAS, en fonction de ses acteurs, aura des types de données différents. Donc, ça, c'est encore un problème. On ne sait pas. Il faut faire un petit peu le tour des DIAS pour être sûr d'avoir la bonne donnée qui répond bien à son besoin, au-delà de Copernicus. Bien sûr, ils ont tous accès à Copernicus, à tous les sentinelles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Après, c'est un peu une place de marché. Donc, on fait son marché comme on peut. Et c'est elle qui va chercher dans les différents systèmes qui sont liés à ce DIAS l'information que vous demanderez. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il serait possible d'en dire un peu plus sur les outils de financement Space Ticket et Pulsar? Ah, vous êtes intéressé par l'argent. Ça change. Alors, donc ça, c'est les deux principaux outils qu'on utilise. Après, on en a d'autres. On a d'autres possibilités de financement. C'est revenu. Je ne sais pas comment on peut faire revenir. Ah, voilà. Donc, Space Ticket, c'est un fonds d'amorçage mis en place par la BPI dans le cadre de la French Tech. Donc, peut-être que vous connaissez le French Tech Seed. Et donc, c'est ce fonds-là. Et donc, l'idée, c'est que vous déposez un dossier auprès du CNES, auprès du Space Ticket. Et ce dossier-là, nous, en termes techniques, on va essayer de voir sa faisabilité, son intérêt et surtout si économiquement, en manière économique, ça a un retour intéressant. Donc, si pour nous, ça semble bien, on dépose, on pousse, on apporte ce projet-là à la BPI qui, sur notre avis technique, rajoutera un peu son avis de grand expert économique et validera ou non l'accès à ce fonds. Donc, deux étapes. D'abord, le CNES qui valide au niveau technique et quand la BPI est rassurée par le CNES, elle donnera l'avis économique final. Et donc, ça couvre des sommes qui ne sont pas très importantes, disons jusqu'à 200-300 000 €. Pour Pulsar, là, ce n'est pas du financement d'entreprise, c'est du financement de projet. Donc, c'est des projets qui sont déposés à l'ESA, soit des études de faisabilité, soit des démonstrations commerciales. Je dis bien commerciales, c'est-à-dire qu'il y a un client qui, à la fin de la démonstration, pourrait signer l'achat du service. Et donc, dans ces deux cadres, nous, CNES, on récupère les dossiers. On en fait pareil, une étude technique, une étude d'intérêt, une étude de crédibilité aussi technologique, savoir si vraiment la technologie spatiale est bien utilisée et si on a bien compris tous les aspects, notamment dont je vous ai parlé sur l'orbito et tout ça. Et à partir de là, une fois qu'on est d'accord avec ce qui est marqué dans le projet déposé, eh ben, on va porter ce projet, enfin le coordinateur du projet va déposer son dossier à l'ESA, à l'Agence européenne, avec une lettre d'accompagnement du CNES.
sachant que derrière, l'ESA gère l'argent que la France a mis dans cette ligne-là. Donc, c'est de l'argent de la France géré par l'ESA. C'est nous qui donnons notre avis. Et à partir de là, à part quelques arguments de type crédibilité économique, l'ESA n'apporte pas de plus-value. Mais c'est eux qui suivent le projet. Voilà. Et là, donc, globalement, on dispose en gros de 4 millions d'euros par an. Il n'y aura pas de projet à 4 millions d'euros qui seront financés, ça c'est sûr, puisqu'il faut de l'argent pour les autres. Mais globalement, on va aussi dans les 200 000 à 400, 500 000 euros, sachant que suivant le type de projet, la couverture peut aller de 50% à 100%. Donc 100% si le service est vraiment sociétal, et puis après 50% pour les grandes entreprises, puisque tout type d'entreprise peut postuler. Donc c'est des consortiums, donc dans un même consortium, on peut aider un grand groupe à 50% et une petite start-up à 75%. Voilà, après tout dépend, ces niveaux-là aussi se discutent dans le cadre de la préparation avec le CNES. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu aux questions. Oui, très bien, et c'est très intéressant. Je pense que c'est important, les précisions vont être appréciées. Et j'ai une autre question qui concerne votre rôle au sein de l'écosystème. Donc, le CNES centralise-t-il les différents services développés par les entreprises et comment peut-on s'en servir pour d'éventuelles mises en relation? Alors non, le CNES continue ses missions habituelles, c'est-à-dire d'aider la science française et la défense française à utiliser des services spatiaux. Et c'est notre mission principale. Au niveau application, donc le rôle de l'équipe dans laquelle je suis, on est là pour connecter les gens, on est là pour aider les gens à atteindre les services dont j'ai parlé. Par exemple, si vous avez besoin d'expertise, en fonction de ce que vous nous donnez comme information sur la solution que vous visez, on va aller vous faire rencontrer les experts du CNES qui pourront le mieux vous répondre, et ça de manière gratuite. Voilà, c'est le type de service qu'on peut faire. Quand on monte un dossier Space Ticket ou un dossier Pulsar, on discute déjà du dossier avec, par exemple, si c'est un dossier qui porte sur le maritime, ça sera avec moi. On discute à monter au mieux la proposition qui après est analysée par 25 experts qui sont en interne CNES, ça aussi étant gratuit. C'est pareil pour tous les autres services. Voilà, donc on est là pour faire de l'aide, ça s'appelle Connect by CNES, on est là pour vous connecter avec les services qui vous permettront le mieux de valoriser le spatial pour que vos solutions soient les plus efficaces possibles. Très bien, merci beaucoup. Je propose de continuer. Si vous avez d'autres questions pour Eric Brel, vous n'hésitez pas évidemment à nous les faire parvenir et on se chargera de les retransmettre. Merci beaucoup. Merci à tous. Je repasse la main à Nicolas pour la suite. Merci Eric. Alors, on va passer maintenant à la présentation des dispositifs qui permettent d'accompagner le développement des applications spatiales en particulier, mais plus largement, on le verra aussi. Donc Anaïs, tu vas reprendre la main pour présenter le booster More Space qui existe depuis 2016. Donc vas-y. Oui, je dis rebonjour à tous. Donc, je repose le cadre. Donc, le booster More Space donc, est une initiative, donc un des boosters français, donc l'idée par le pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc, je vais commencer par parler du pôle mer. Donc, c'est un pôle de compétitivité dédié à l'innovation maritime. Donc, un pôle de compétitivité, son cœur de métier, c'est d'accompagner des projets collaboratifs innovants, donc collaboratifs entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Voilà, dans un but final qui est le développement économique des territoires. Ces territoires, en ce qui concerne le pôle mer, c'est la Bretagne et les Pays de la Loire. Voilà, donc on agit avant tout sur ces régions-là. Actuellement, nous avons 390 adhérents et en 2020, on a passé le milliard d'investissements de R&D, donc de l'innovation maritime, en accompagnant 407 projets. Et ça a permis de lever un peu plus de 310 millions de financement public. Donc voilà, on intervient autour de 6 domaines d'action stratégique.
la défense, la sûreté, la sécurité maritime, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques et minières marines, les ressources biologiques marines, l'environnement, la valorisation et les ports, la logistique et le transport maritime. Voilà, donc comme je disais, le pôle mer Bretagne Atlantique lead l'un des boosters français, donc le booster More Space, donc dédié au maritime. Il sert donc à favoriser le développement de nouveaux services et produits dans le maritime à base de données satellitaires. Donc c'est un booster, donc on est formé en consortium avec notamment le pôle de compétitivité images et réseaux, le groupement d'intérêt scientifique GIS Bretel, la French Tech Brest Plus et la société d'accélération et de transfert technologique West Valorisation. Voilà, donc le booster a été créé en 2016. On est actuellement au compteur à peu près 25 projets accompagnés pour un total de budget d'à peu près 13 millions d'euros, donc en faveur des activités spatiales pour le maritime et 3 millions de fonds publics levés. Donc, et pas mal d'entreprises accompagnées, dont certaines sont présentes, j'allais dire, autour de la table, enfin, autour de l'écran. Voilà. Deux petites initiatives qu'on porte actuellement. Donc, on a un contrat actuellement avec le CNES dans le cadre des actions FPA. Donc, ce projet s'appelle Mareos pour Maritime Earth Observation Services. Donc, l'objectif, c'est une meilleure intégration des données Copernicus dans le cadre réglementaire européen, notamment pour l'application de la directive 4 stratégie milieu marin. Donc, le but, c'est de promouvoir l'activité économique à travers le développement de nouveaux services et produits. Donc, c'est un projet qui a démarré en juin jusqu'en décembre 2022. Et ce qui nous intéresse surtout au sein du projet Mareos, c'est que l'année prochaine, nous lancerons 2 appels à manifestation d'intérêt pour financer 2 prototypes de services à hauteur avec des tickets à 25 000 € chacun. Voilà, donc il faudra que vous restiez bien connectés, ça peut vous intéresser. Et voilà, donc des services qui serviront en tout cas à la mise en place de la DCSMM. Voilà, et nous sommes également partenaires du projet européen Connect.io. Donc là, il sert à mettre en place des délégations d'entreprises dans 2 pays cibles que sont l'Australie et le Chili, donc pour le développement économique de business et d'opportunités, donc en lien avec le maritime, mais également les secteurs de l'agriculture. Voilà mon contact et je passe la main à Alexia. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je vais vous présenter les ESABIC Nord France. Donc pour revenir un petit peu sur les ESABIC, donc en fait les ESABIC, ce sont des incubateurs, réseaux d'incubateurs qui sont soutenus et qui ont été mis en place par l'Agence spatiale européenne. Donc ESA, c'est pour European Space Agency et BIC pour Business Incubation Center. C'est aujourd'hui l'un le plus grands réseaux de start-up liés au spatial dans le monde. Et en fait, l'objectif de l'ESA à travers ce dispositif, c'est en fait de soutenir la création et le développement de jeunes startups ayant un lien avec le spatial. Donc, ce lien avec le spatial, il peut se manifester de 3 façons différentes. Donc, soit c'est des entreprises qui utilisent des technologies de données spatiales dans d'autres domaines d'application. Donc, ça peut être le maritime, par exemple, l'agriculture, la santé, l'environnement, etc. Donc, c'est la majorité des entreprises qu'on incube dans les ESABIC Nord France. Sinon, c'est des entreprises qui ont une technologie, un service qui le vendent déjà dans le secteur spatial. Et ensuite, fait un petit peu plus rare, ce sont des entreprises qui utilisent des technologies de données spatiales pour des applications spatiales. Donc, ça va être plus tout ce qui va être lancement de satellites, etc. Donc, plus onéreux, donc plus rare. Au niveau de l'ESABIC Nord France, plus particulièrement, on a été lancé il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. On est coordonné donc par Westbic Technopole, qui est le rassemblement de plusieurs technopoles et incubateurs en région Bretagne et Pays de la Loire. Et en fait, on est sur 6 régions du nord de la France, donc Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France et Grand Est. Donc, on couvre un assez grand territoire. Et sur chacune de ces régions, on est en relation avec plusieurs incubateurs. Donc, un incubateur référent sur la région qui chapeaute le dispositif dans sa région et qui met en fait en relation les incubés avec l'écosystème de la région et avec les autres incubateurs locaux partenaires qui travaillent également avec les ESABIC Nord France.
Et en fait, il joue un rôle assez important parce que donc l'offre ESABIC Nord France comporte 3 volets principaux. Donc déjà, c'est une incubation qui dure maximum 24 mois. Ça, c'est en fonction des problématiques de l'entreprise, celle qui choisit la durée d'incubation qu'elle souhaite. Et pendant donc, ces 24 mois maximum, l'entreprise bénéficie de 3 soutiens principaux. Donc, il y a le soutien business qui est apporté majoritairement donc, par l'incubateur qui accompagne l'entreprise tout au long de son incubation. Ensuite, il y a un soutien technique. Donc là, c'est le CNES majoritairement qui apporte ce soutien technique-là, comme l'a montré tout à l'heure Eric sur la roue de Connect by CNES. Donc, il y a un accès au financement lié au spatial avec Space Ticket, Pulsar. Il y a des possibilités d'accompagnement d'expertise technique, donc avec une mise à disposition des experts du CNES, une mise à disposition des plateformes. Donc, c'est une offre du CNES qui est très importante et très riche pour les entreprises. Et ensuite, il y a un accompagnement supplémentaire de sponsors techniques. Donc, il y a Ifremer, IGN, Météo France, par exemple, Ariane Group, qui peuvent aussi accompagner les entreprises sur des problématiques un petit peu plus ciblées, on va dire, en fonction des problématiques de l'entreprise. Et ensuite, il y a un soutien financier donc, qui est apporté par l'ESA via le CNES, une subvention de 25 000 € pour le développement du produit et ou la propriété intellectuelle, donc sur des frais externes. Et en plus de cette offre-là, donc il y a un soutien, on va dire, qui est apporté majoritairement via la notoriété de l'ESA, parce qu'en rentrant dans les ESABIC Nord France, vous avez le droit d'utiliser le label ESABIC, donc qui permet d'augmenter la visibilité et la crédibilité du projet, d'avoir accès également aux événements organisés par l'ESA, à leurs workshops, etc. Et un accès également au réseau ESABIC. Donc là, maintenant, il y a 21 ESABIC en Europe, plus de 1000 startups qui ont été intégrées dans des ESABIC. Donc, c'est un réseau qui est très important et qui peut être intéressant également. Et donc là, juste rapidement, un petit focus sur chacune des entreprises qui sont incubées actuellement dans les ESABIC Nord France. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a dans plusieurs domaines d'application. Donc, le maritime, on entendra tout à l'heure Einstein Labs, Eodine et Silproven. Dans l'agriculture, dans le New Space, la sécurité, l'environnement, l'assurance. Donc, comme quoi, ce que disait Eric tout à l'heure, le spatial peut être utilisé dans tout domaine d'application possible. Je vais maintenant laisser la main à Nicolas Bellec qui va présenter l'Institut Irispace. Merci Alexia. Donc, l'idée d'Irispace est venue il y a quelques mois de ça. Pour plusieurs raisons, c'est parce qu'on a vu l'Irispace, c'est l'Institut régional de l'innovation spatiale, donc c'est le terrain de jeu, entre guillemets, c'est le territoire de la région Bretagne. On a vu ces dernières années se créer beaucoup d'activités autour du spatial, que ce soit dans l'utilisation des données pour développer des applications, alors que ce soit dans le secteur maritime ou dans d'autres secteurs thématiques, mais aussi dans la partie amont du spatial, c'est-à-dire la fabrication et l'apport de technologies sur le marché du spatial. Et donc, on vient d'en parler, plusieurs dispositifs se sont mis en place pour accompagner le tout. Il y a une dynamique qui s'est créée. La région Bretagne a signé aussi une convention cadre avec le CNES. Elle a intégré dans son dispositif, dans sa stratégie d'accompagnement de la recherche et de l'innovation, elle a intégré le spatial comme étant une filière stratégique. Et donc, autour de tout cela, elle nous a demandé de réfléchir à une structure qui pourrait un petit peu structurer ce paysage-là sur le territoire régional, de créer aussi un environnement favorable, comme je le disais, que ce soit sur les technologies du spatial, la fabrication de composants, etc., et aussi l'utilisation des données pour le développement des applications. Et enfin, du coup, accompagner le décloisonnement du secteur spatial sur tout le territoire régional. Donc, on a, avec tous les acteurs, avec les acteurs du spatial en région, on réfléchit justement à créer une sorte d'institut régional de l'innovation spatiale, dont la mission principale sera d'accompagner durablement le développement et des technologies, donc plutôt le secteur amont, et des applications en région Bretagne, c'est-à-dire en région Bretagne, c'est par les acteurs régionaux et pour la région Bretagne. Et ce, autour de 4 champs d'action. Donc, on a la recherche, la formation aussi. L'idée, c'est de pouvoir former des ingénieurs et des chercheurs qui vont travailler sur ces thématiques-là.
enfin en tout cas de bien structurer cette formation, parce que ça existe déjà, d'accompagner aussi les entreprises et les programmes d'accompagnement à l'innovation, et enfin d'accompagner les différents acteurs, qu'ils soient institutionnels ou des entreprises, à utiliser ces applications spatiales donc dans leurs activités. L'idée, voilà, c'est vraiment de créer des synergies entre la recherche, l'innovation, la formation et les usages autour de la thématique spatiale, de favoriser aussi, bien sûr, les projets collaboratifs et transdisciplinaires. On a vu qu'il y avait plusieurs dispositifs qui existaient sur le territoire, le booster, les ABIC, il y en a d'autres, et l'idée, c'est d'améliorer un peu et de créer une meilleure synergie entre tous ces dispositifs-là, de pouvoir promouvoir aussi les compétences des acteurs régionaux et l'image du territoire pour accroître son attractivité. C'est vrai que, alors qu'il y a tout de même une activité assez importante, mine de rien, dans le domaine spatial, la Bretagne est assez peu connue comme étant, pour être une région du spatial. Voilà, veiller au positionnement national, international. Comme je le disais tout à l'heure, permettre le décloisonnement de la filière. C'est le cas, c'est un enjeu international et national du spatial, c'est vraiment de décloisonner ce secteur-là et aussi démocratiser et accompagner les différents acteurs à utiliser ces technologies et leurs applications. Comme je disais tout à l'heure, la région Bretagne a signé une convention cadre avec le CNES, c'est aussi pour tout ce que je viens de dire précédemment. Et donc, du coup, l'idée d'Irispace, c'est aussi de tenir le rôle de relais CNES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire redescendre l'information auprès de tous les acteurs. Et c'est aussi de faire bien connaître au CNES notamment tout ce qui se passe sur le territoire régional, que ce soit en matière de recherche, que ce soit en matière de développement économique autour du spatial. Et tout cela devra s'articuler avec les dispositifs présents au niveau régional, je l'ai dit, mais aussi au niveau national et européen. Donc voilà, merci pour votre attention. Et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Alors, moi j'ai simplement une question pour Alexia. Demande s'il y a un prochain relevé au niveau des ABIC Nord-France qui est prévu prochainement. Alors, bon, déjà au niveau des fonctionnements des relevés de candidature, il y en a 4 par an. Donc, les startups peuvent postuler quand elles souhaitent tout au long de l'année. Mais donc, on n'a que 4 relevés de candidature par an. Et là, le prochain sera le 26 octobre pour un passage devant le comité les 1 et 2 décembre. Merci beaucoup. Et ça devait être très clair. Nous avons fait le tour des questions. De toute façon, vous avez l'ensemble de nos contacts, donc vous n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Voilà, je repasse la main à Nicolas. Merci Anaïs. Donc désormais, on va passer au pitch des entreprises. Donc nous avons 4 entreprises qui se sont proposées pour présenter les solutions spatiales dans le domaine maritime. Et on va commencer par l'entreprise Unseen Labs, et c'est Olivier Michel, le directeur commercial d'Unseen Labs, qui va nous présenter les solutions proposées. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas pour la transition. Je suis ravi de pouvoir passer quelques instants avec vous et de vous présenter Unseen Labs. Qui nous sommes? Donc Unseen Labs, nous sommes fournisseurs de données à haute valeur ajoutée pour la surveillance maritime depuis l'espace. Donc ça fait un lien tout à fait avec la présentation d'Eric, vous verrez. Donc en fait, nous déployons une constellation de cubes satellites, de petits satellites, qui ont pour vocation l'observation de la Terre avec un premier service qui est la surveillance maritime. Alors, slide suivant. Si ça veut enchaîner. Ça ne veuille pas enchaîner. Voilà, ok. Désolé. Donc, deuxième slide. Quelques grandes dates sur Unseen Labs. Donc, créé en 2015 par 2 frères, aujourd'hui basé à Rennes. Jonathan et Clément Gallic, tous les deux passionnés de spatial et qui ont tous les deux travaillé dans l'aérospatial
auparavant. 2018 qui était une grande première étape avec une première levée de fonds de 7,5 millions avec le BPI, DGA et la région Bretagne, et puis Emeria en tant qu'industriel. Ces 7,5 millions nous ont permis de mettre en orbite et de faire un premier lancement de satellite qui a eu lieu en août l'année dernière. Donc, on a un premier satellite, c'est un cube satellite, c'est des satellites qui font moins de 10 kg, qui est en orbite basse, Léo, à 500 km au-dessus de la Terre, qui est défilant, et qui nous permet effectivement de faire du monitoring et du suivi de zones d'intérêt pour nos clients. En 2020, on continue le déploiement de la constellation, puisqu'on a 2 autres satellites qui vont partir cette année. Donc, il faut rester connecté, on va bientôt annoncer la date, mais 2 autres satellites qui vont venir compléter la constellation. L'objectif, c'est à terme d'avoir une constellation d'une vingtaine de satellites pour le suivi des activités maritimes. En 2021, on continue encore d'ouvrir de nouveaux services. J'y viendrai après, mais vraiment l'idée, c'est de déployer cette constellation pour améliorer la revisite, le temps réel et le suivi des navires. La techno en elle-même, je l'ai un peu évoqué, donc c'est un service de mise en orbite et opération d'une constellation de satellites de moins de 10 kg, des CubeSat. Ce qui est innovant, c'est qu'on va monitorer dans un nouveau spectre du spatial. On va travailler sur l'interception des signaux électromagnétiques, donc la radiofréquence, depuis l'espace. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Ce premier lancement de satellite, j'ai oublié de l'évoquer, mais fait d'Ensilab le premier opérateur privé de CubeSat en France. Et donc, ce qui est nouveau, c'est vraiment le monitoring des signaux de radiofréquence. Et nos données, puisqu'on est fournisseur de données, sont vraiment complémentaires des autres données aujourd'hui existantes. Je pense qu'on en a évoqué tout à l'heure, l'AIS, le SARS que nous a présenté Eric. On est vraiment complémentaire de ces données. On apporte une nouvelle source d'information. Donc, on écoute des signaux différents sur les navires. Ce qu'on appelle les navires non coopérants qui vont couper leurs balises, ou plus généralement les dark ships ou les bateaux fantômes. Donc, c'est vraiment le point innovant. On est capable de monitorer des bateaux qui ne souhaitent pas être visibles. Slide suivant. C'est compliqué. Pas passer au suivant. Voilà. Les services, donc l'apport qu'on a sur le maritime autour de 3 grands secteurs. Donc nos clients, ça va être à la fois du civil et du privé. Pour le civil, on fait vraiment l'action de l'État en mer. On accompagne les marines sur des actions spécifiques. Et puis pour des acteurs à la fois du civil, du oil and gas, des assureurs, des armateurs. Mais tout ça s'organise autour de 3 grands pôles qui sont la protection de l'environnement, l'amélioration de la sûreté et l'amélioration de la sécurité. Donc avec des sujets bien spécifiques comme la pêche illégale, la surveillance de zones maritimes protégées, ça va être aussi la lutte dans tous les trafics qu'on peut imaginer, la piraterie, et puis la surveillance côtière et la surveillance des ports. Donc pas mal d'applications aujourd'hui dans le maritime. On va accompagner nos clients beaucoup en ce moment sur la pêche illégale, la surveillance des zones économiques et de traquer un peu les bateaux non coopérants. L'idée est d'apporter des outils complémentaires et nouveaux à nos clients pour optimiser leurs moyens. Si je prends la surveillance d'une grande zone économique, on va permettre à nos clients de mieux cibler les zones où on pourrait trouver où on a identifié des bateaux invisibles ou non coopérants depuis plusieurs jours. Donc ça permet de cibler l'action de nos clients sur cette zone. Donc vraiment de l'optimisation des moyens. Les perspectives et les besoins. Le marché de l'observation de la Terre est un marché en forte croissance. La surveillance maritime aussi, mêlée à ça, les données qui sont aujourd'hui au cœur du développement nous donnent des perspectives intéressantes. Donc, dans les points importants pour Ensilab, c'est de continuer le déploiement de la constellation pour ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux services. On parle de tracking de navires, être capable de suivre quasiment en temps réel
un bateau et sa trajectoire, de permettre d'avoir accès à des bases de données historiques aussi pour nos clients sur les données maritimes, et encore une fois, d'ouvrir de nouveaux marchés. L'accompagnement qu'on a pu avoir, Alicia l'a évoqué tout à l'heure avec les ABIC, c'est deux gros points qui ont été évoqués, un point business, un point technique. Sur le point business, on est en plein développement commercial, donc le rôle des A, c'est facilitateur, accélérateur pour nous, une bonne référence aussi à mettre en avant, donc ça c'est un point non négligeable qui nous aide bien. Et sur la partie technique, on a évoqué aussi d'avoir ce support technique de l'ESA, du CNES sur, nous, l'intérêt, c'est de continuer à garder un avantage concurrentiel, proposer de nouveaux services. Donc pour ça, c'est des nouvelles technos qui vont être utilisées dans les charges utiles du satellite. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement au quotidien qu'on a pu avoir. Merci de votre attention. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci Olivier. On prendra la série de questions après les présentations des pitchs et donc des 4 pitchs, et on va passer tout de suite à la présentation de Cyproven par son PDG Antoine Thébault. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter en effet l'entreprise. Alors, je commence toujours par cette petite photo parce que c'est un peu l'esprit finalement des associés là, de Cyproven qu'on représente à travers ça, puisqu'on a tous été, nous, des grands fans de Jacques-Yves Cousteau. On a passé pas mal de temps à regarder les films qu'il a pu faire jeune. Et je fais cette intro parce que nous sommes vraiment issus du monde maritime à l'origine, et vous comprendrez la logique derrière de ce pourquoi dans ma présentation, mais nous sommes vraiment ici du maritime, et le spatial finalement est venu nous chercher avec le temps, et aujourd'hui on travaille de plus en plus avec le spatial, d'où notre présentation ici aujourd'hui. Alors, je vais passer la slide suivante. Alors aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait est le suivant. Non, juste la slide d'avant. Voilà. En fait, le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, le monde maritime, c'est quelque chose qui est encore très peu connu. Et le constat, c'est qu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a 3 grands moyens de collecter des données en mer. Il y a soit des bouées ou des bouées dérivantes. Donc, c'est des outils qui sont très intéressants pour collecter des données, mais qui, malheureusement, ne peuvent collecter que très peu de données, et qui sont aussi dépendantes des courants. Donc, on a voilà, des contraintes techniques qui font que c'est des solutions intéressantes, mais pas suffisantes. On a les navires scientifiques classiques qui sont aussi très intéressants pour explorer des zones très spécifiques, mais qui là sont assez coûteux et qui, encore une fois, ne vont pas être scalables, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir déployer ça à grande échelle pour explorer les larges zones océaniques qu'on veut explorer. Et puis il y a la troisième solution, la solution satellitaire, qui a été présentée un petit peu notamment par Eric tout à l'heure, qui est très intéressante aussi parce qu'elle va nous permettre de couvrir de très larges zones, mais elle va être intéressante seulement pour des données plutôt de surface, et donc il y a tout un tas de données que les satellites ne vont pas pouvoir collecter. Donc nous, le constat qu'on fait, c'est ça, les moyens sont présents, mais ils ne sont pas suffisants, et on a souhaité, nous, chez Cyproven, finalement, venir compléter cette offre. Et notre offre, donc c'est la slide suivante, ce sont de nouveaux vecteurs en fait qu'on a développés depuis 2014, depuis la création de l'entreprise, et c'est des vecteurs de surface, donc ce qu'on appelle Sphyrna ALV, pour Autonomous Laboratory Vessel. Et l'idée de ces vecteurs, en fait, c'est de pouvoir justement compléter la collecte de données océaniques à grande échelle, avec des coûts très réduits, parce qu'en comparaison, par exemple, avec des navires scientifiques, on va avoir des coûts qui vont être divisés à peu près par 50. Donc, on va pouvoir déployer beaucoup plus de navires comme cela sur les mers du monde pour pouvoir collecter des données océaniques. Donc, aujourd'hui, cette solution, elle a plusieurs intérêts, notamment le côté autonome, c'est-à-dire que ils sont autonomes d'un point de vue pilotage, puisqu'on les pilote complètement à distance via des communications satellitaires, et puis autonomes aussi en énergie, puisque en fait on a capacité à produire de l'énergie à bord à partir de panneaux solaires, d'éoliennes, et puis aussi de production via une hydrolienne sous le bateau. Donc des bateaux complètement autonomes aussi énergétiquement, qui nous permettent en fait d'opérer pendant une dizaine de mois aujourd'hui des missions en pleine mer. Donc c'est vraiment des nouveaux vecteurs assez intéressants. Alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique,
technique, je vais passer à la slide suivante. En fait, nous, le projet maintenant global de Cyproven, au-delà d'avoir développé ces vecteurs, c'est de pouvoir justement déployer maintenant ce qu'on appelle des constellations de satellites. Donc on est vraiment, on rentre dans justement dans l'objet du jour, du sujet du jour. On voit vraiment ça comme ça, c'est-à-dire que on les prend vraiment comme des satellites de la mer. On a beaucoup d'instrumentation à bord, on peut mettre 1 tonne à peu près d'instrumentation à bord. On est capable de les envoyer en mer en totale autonomie. Ils vont pouvoir un peu travailler comme un essaim pour collecter des données sur de très larges zones. Et cette donnée va être remontée finalement via des communications satellitaires aussi à des data sensors et puis après à nos clients. Donc voilà un petit peu le modèle qu'on est en train de déployer aujourd'hui. Et puis l'ambition un peu de Cyproven à long terme, c'est justement de pouvoir déployer à peu près 300 navires d'ici 2026 pour devenir justement le premier provider, le premier fournisseur de données océaniques européens pour compléter encore une fois ce qui est déjà collecté, notamment par les outils satellitaires. Donc ça, c'est un peu l'ambition de Cyproven. Donc pour être plus concret, aujourd'hui, on collecte une 50aine de données différentes. Alors forcément, en fonction des missions, on va pouvoir adapter les instrumentations qui sont à bord, mais on collecte à peu près une 50aine de données différentes. Donc c'est beaucoup, hein, pour donner une comparaison avec les bouées dérivantes qui sont souvent utilisées. On est plutôt autour de quelques paramètres, 4, 5, 10 paramètres dans certains cas, mais c'est bien le maximum. Donc nous, on est autour de 50. Et donc forcément, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir vraiment parler de big data océanique. Et donc derrière, l'objectif, c'est de pouvoir donner toutes ces jeux de données à nos clients finaux pour qu'ils fassent eux-mêmes l'analyse. Donc beaucoup d'applications à ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a beaucoup d'applications dans le domaine offshore, dans le domaine de la pêche industrielle, trafic maritime et la défense. Je vais faire un petit focus sur la défense parce que nos navires sont aussi utilisés pour faire de la surveillance maritime. Donc le sujet de la défense est un vrai sujet pour nous aussi. Mais voilà, il y a beaucoup d'applicatifs et nous, chez Cyproven, on a décidé de pas forcément faire des applicatifs finaux, mais plutôt de livrer la data en fait brute, puisqu'on ne va pas, nous, du tout se concentrer sur l'analyse. Il y a bien d'autres entreprises qui savent le faire. Et donc, c'est pour ça que notre marché, nous, il est plutôt composé comme ça. En fait, on a soit ce qu'on appelle des Ocean Data Platform, donc c'est toutes les structures qui ont déjà des outils d'analyse justement en place et qui vont être intéressés par la donnée qu'on collecte, soit des bureaux d'études maritimes, finalement, qui vont avoir besoin de données très spécifiques pour répondre à des études, soit, comme je disais tout à l'heure, la défense. Donc, voilà notre marché aujourd'hui. Et puis pour finir ma présentation, alors aujourd'hui, où on en est où? On a 2 navires complètement opérationnels, donc c'est ces 2 navires-là. On a déjà réalisé plusieurs missions depuis 2018, hein, où on a éprouvé les navires et on les a améliorés forcément, notamment sur des missions environnementales de suivi de cétacés. Donc on a déjà fait pas mal de choses. Et puis là, alors je vous présente aussi rapidement la team, donc avec Fabien, le fondateur, moi-même et Christiane, qui sommes les 3 associés finalement de l'entreprise. Et puis, pour terminer, donc là, on est dans une phase où justement, maintenant qu'on a montré qu'on avait réussi à capter l'intérêt de nos clients et montrer la robustesse des bateaux, on est dans une phase où on cherche à lever des fonds pour changer d'échelle et donc commencer à déployer la flotte que je vous présentais tout à l'heure, donc avec 5 nouveaux Sirna dès 2021 pour justement commencer vraiment à faire cette notion de constellation de satellites de la mer. Voilà, je ne sais pas dans quel temps j'ai. Projection financière, je ne vais pas forcément passer trop de temps là-dessus. Ce que je voulais, c'est finir là-dessus. En fait, nous, notre écosystème, c'est un écosystème qui est à la fois composé d'acteurs du maritime et du spatial. Et comme je disais au début, en fait, nous, on est issus du maritime. Et on a compris qu'en fait, notre marché et les gens avec qui on allait travailler au fur et à mesure étaient plutôt des acteurs du spatial. Et c'est vrai que pour ça, nous, on a eu un accompagnement assez fort de l'ESA du CNES et puis de l'incubateur aussi ESA-BIC Nord, parce que ça a été un moyen pour nous de rencontrer tous les acteurs de l'écosystème spatial. Et forcément, pour nous, ça a été un moyen d'avoir des contacts assez rapides. Et c'est très, très, très important pour une entreprise comme la nôtre qui n'était pas, encore une fois, issue du domaine. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention et puis avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, c'était très intéressant. On va passer maintenant à Solène Routaboul qui va nous parler des solutions de CLS et de sa filiale Kineis. Solène est ingénieure d'affaires à CLS et donc je passe tout de suite la main. Hop.
Ça met un peu de temps, mais ça devrait arriver. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Oui. Je ne sais pas si la... Super. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Solène Routaboul et je suis effectivement ingénieure d'affaires chez CLS. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement notre société, même si on nous a déjà évoqué dans les présentations précédentes, et merci pour ça. Donc, rapidement, CLS a été créé en 1986 par le CNES pour opérer initialement le système satellitaire Argos. Donc, aujourd'hui, c'est notre filiale Kineis qui l'opère. Je reviendrai sur ça plus particulièrement tout à l'heure. Voilà, on a 25 bureaux et filiales partout dans le monde. On est plus de 700 collaborateurs dans tout le groupe. Et on travaille sur 5 secteurs d'activité stratégiques, donc, qui sont la surveillance environnementale et climat, la gestion durable des pêches, les énergies et mines, la sécurité maritime et la gestion des flottes. Comme je le disais tout à l'heure, donc on a été créé initialement pour opérer le système Argos. Aujourd'hui, c'est notre filiale Kineis, mais on est toujours le fournisseur unique pour les solutions Argos pour les applications environnementales, et on est aussi un fournisseur Iridium. Donc juste la petite photo à côté, c'est notre data center à Toulouse, où se trouve notre siège social, qui est monitoré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et enfin, quelques petites photos qui montrent la techno Kineis, donc la techno que je vais principalement vous présenter aujourd'hui et qui intéresse le secteur maritime, de par sa petite taille. Donc c'est du hardware très miniature, low cost, etc. Donc je vous expliquerai un peu plus tard. Donc Argos, alors désolé, ça bug un petit peu mes slides. Bon. Alors, hop. Je ne sais pas pourquoi il y en a une qui part directement. Voilà, exactement. Donc Kineis, comme je vais vous le présenter tout à l'heure, en fait, ça va être une constellation. Ça va être 25 nanosatellites qui vont être ajoutés à la constellation Argos actuelle. Mais du coup, qu'est-ce que c'est Argos? Donc, c'est un système satellitaire avec une couverture globale qui compte aujourd'hui 8 satellites opérationnels. Donc, il y a une petite faute dans la slide. Effectivement, depuis mardi, on compte un satellite de plus opérationnel qui s'appelle Angels, qui est un nanosatellite et qui est précurseur des nanosats Kineis qui vont arriver prochainement. Donc, un des avantages de Argos, c'est d'avoir une puissance d'émission très faible qui est inférieure à 1 watt et qui permet aux plateformes d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc, ça, c'est un élément très important. Donc, Argos, c'est effectivement un système satellitaire qui permet de collecter de la donnée, mais c'est aussi un système de positionnement, donc via l'effet Doppler qui a une précision de 250 mètres, mais sur lequel on peut ajouter le GPS pour avoir une précision plus fine. Décidément. Alors, hop. Voilà. Donc Argos, c'est un système satellitaire qui existe depuis plus de 30 ans. Et régulièrement, le système est amélioré toujours et encore pour fournir le meilleur service possible. Donc, c'est les différentes agences spatiales qui sont impliquées dans la constellation, donc EUMETSAT, le CNES, l'ISRO, donc l'agence spatiale indienne, la NOAA, la NASA et EUMETSAT, donc l'agence spatiale européenne météo, qui lancent régulièrement des payloads, donc des charges utiles Argos à bord de leurs satellites. Donc, en 30 ans, il y a eu différentes versions d'Argos, donc Argos 2, 3, et maintenant Argos 4, donc, qui est sur le nanosat Angels qui est opérationnel depuis mardi. Et il y aura des satellites qui seront lancés régulièrement jusqu'en 2036 par ces agences spatiales pour continuer toujours et encore à améliorer ce service-là, Argos. Donc,
quelques slides pour vous présenter qu'est-ce que va apporter Argos 4, qu'est-ce qu'apporte maintenant Argos 4. Décidément, ces slides, ça avance trop vite. Donc, un des points principaux, c'est le fait, encore et toujours, d'avoir une puissance de transmission très faible. Donc là, on va passer en dessous de 100 milliwatts, donc c'est rien du tout. Et ça va permettre une durée de vie de plateforme encore plus importante. C'est aussi, un autre objectif, c'est de fournir du hardware très petit, très léger, qui puisse être implémenté sur un maximum de plateformes. Et l'objectif en 2022, c'est de proposer un beacon de 2 grammes. Et enfin, c'est 2 grammes aujourd'hui et c'est de passer à 1 gramme. Voilà, et donc ces différents objectifs vont permettre de fournir du service pour encore plus de plateformes et ces plateformes vont nous permettre d'étudier encore plus nos océans. Et donc, Kineis, donc on arrive au cœur du sujet. Donc, Kineis, c'est la révolution du système Argos qui a déjà commencé. Donc, Kineis, c'est pas une autre constellation. C'est juste le nom d'une société en fait qui a été créée par CLS il y a 2 ans maintenant, qui va mettre en orbite 25 nanosatellites en 2022, fin 2022, début 2023. Et l'objectif, en fait, l'ajout de ces 25 nanosatellites dans la constellation actuelle Argos amènera une constellation globale de 32 satellites et donc il y aura une forte amélioration du système. Donc, la première amélioration, elle se situe au niveau du temps de revisite. Donc, ça sera maximum 20 minutes au niveau de l'équateur. Donc, il y a une zone un petit peu critique aujourd'hui. Et sinon, en moyenne, ça sera plutôt 10-15 minutes partout dans le monde, voire même du temps réel au niveau des pôles. Au niveau de la Méditerranée, ça sera 10 minutes de temps de revisite, donc ce qui est très bien. Un autre grand avantage, c'est la capacité de transmettre encore plus de données. Aujourd'hui, avec la constellation Argos actuelle, on peut transmettre entre 3 et 5 kilobytes par jour et par plateforme. Avec l'ajout de ces 25 nanosatellites dans la constellation Argos, ça sera plutôt entre 10 et 12 kilobytes par jour et par plateforme. Et évidemment, il y aura la bidirectionnalité qui vous permettra d'échanger avec vos plateformes. Voilà, juste une petite slide pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Donc, le hardware Kineis Argos est très petit. On voit par exemple le chipset qui fait seulement 7 mm par 7 mm. On fournit aussi des modules si besoin pour ceux qui ne maîtrisent pas voilà, tout ce que ça demande pour implémenter un chipset. Donc, un module qui comprend déjà un chipset à l'intérieur. Et on propose aussi une interface board qui est juste une solution plug and play pour ceux qui veulent une solution encore plus rapide et encore plus facile d'utilisation. Donc voilà, on a des experts qui sont dédiés pour aider nos utilisateurs à implémenter des solutions, etc. Un autre point du hardware de la solution Kineis Argos, c'est vraiment d'avoir une solution extrêmement low cost. Donc voilà, aujourd'hui, les modules, etc., c'est une 50aine d'euros. En 2022-2023, ça sera moins de 15 euros. Pareil, sur le service, ça sera du low cost. Donc, ça va permettre finalement de pouvoir déployer encore plus de plateformes partout dans le monde et d'avoir plus de données, typiquement sur les océans, etc. Voilà, et comme je dois être très rapide, je finis avec cette slide. Donc voilà, CLS travaille depuis le début sur l'étude de l'océan. On le sait, voilà, le programme des Nations Unies sur 2021-2030, c'est continuer à étudier les océans. Donc CLS va continuer à travailler sur ces thématiques-là. C'est pour ça que la techno Kineis, en fait, est intéressante, comme je le disais tout à l'heure, et je me répète encore, mais pour déployer plus de plateformes in situ low cost et qui permettront de transmettre encore plus de données pour avoir une meilleure connaissance de notre environnement. Typiquement, là, on a remporté un projet avec l'ESA
sur le Digital Twin Ocean, dont parlait notre ami du CNES tout à l'heure, dont l'objectif est d'étudier les vagues de chaleur dans l'océan. Donc, c'est une étude qui va consister à travailler autour des modèles, des données satellites, etc. Mais justement, pour avoir des données encore plus précises, voilà, il faudrait déployer des plateformes in situ. Et typiquement, Kineis répondrait très, très bien à ce besoin-là. Donc, de déployer des plateformes low cost et qui permettent de transmettre encore plus de données. Voilà. Et pour terminer, pour information, donc l'IFREMER, qui était un actionnaire de CLS il y a quelques années et qui est désormais un actionnaire de Kineis, lance un programme fin 2020 et pendant 3 ans qui visera à proposer des projets à base de Kineis. Donc, ceux qui sont intéressés par cette techno-là, n'hésitez pas à nous contacter. Pardon, je suis allée trop vite. Gaëtan Fabricius. Alors, je suis désolée, j'ai été trop vite dans la présentation. Je voulais juste vous montrer nos contacts si jamais vous avez besoin de nous contacter. Hop. Je reviens en arrière, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par Kineis, etc., n'hésitez pas à me contacter personnellement, ainsi que Gaëtan Fabricius, qui est notre directeur de l'innovation. Et on vous répondra avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Solène. N'hésitez pas, on le répète, à poser vos questions dans le chat. On y répondra après la dernière présentation de Yann Guichou d'Eodine. On espère que la connexion est rétablie. J'espère aussi, Nicolas, tu m'entends? Ça a l'air beaucoup mieux, ouais. Bon, écoute, on va le faire. Bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par remercier les organisateurs pour nous avoir proposé de présenter l'activité d'Eodine, qui a déjà été un petit peu déflorée avec quelques slides qui ont été présentés très rapidement, mais je vais revenir dessus. Donc, là, si je comprends bien, j'ai la main sur la présentation. C'est bien ça? Voilà. Pour commencer, c'est une société qui a été créée en décembre 2015, donc on a quasiment 5 ans maintenant d'existence, avec donc une équipe et un gros focus recherche parmi les personnes qui travaillent dans la société, parce qu'il y a quand même 3 docteurs en océanographie dans l'équipe. Et puis, j'ai également un associé qui se trouve à Seattle, là, qui nous aide à essayer de développer le marché américain. Donc, voilà. Donc l'équipe, vous l'avez sous les yeux, 8 personnes basées à Brest, Seattle, Paris et Nantes. Donc un effectif quand même assez éclaté, mais qui fonctionne bien à l'heure du télétravail imposé pour tout le monde quasiment. Donc la société a été créée en 2015. Alors, oula. Donc, après la mise au point d'une technologie, en fait, donc c'est ce que vous allez voir sur la vidéo, qui permet d'observer les courants marins ou de mesurer les courants marins en analysant le comportement du navire. Donc, c'est une technologie de rupture hein, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Hop, je ne sais pas comment on peut lancer la vidéo. Ça y est, c'est parti. Donc, ce que vous allez voir là, ce sont des données de trafic maritime, donc des données AIS au large des côtes algériennes. Et la technologie que opère Eodine permet, à partir d'un algorithme de machine learning, de remonter en temps réel et simplement par analyse numérique sur ces données AIS une information sur les courants. Vous voyez là, par exemple, les masses d'eau au niveau de la côte algérienne et de la mer d'Alboran qui évoluent au gré du passage des navires et qui apparaissent simplement en analysant la dérive des navires. Donc, ce sont des moyens. C'est une technologie finalement qui fait un petit peu écho aux présentations qu'on a vues précédemment. Je pense à la présentation d'Eric Brel qui parlait de ces phosphates, qui permet de mesurer les courants par altimétrie, ou encore Cyproven qui parlait de déployer des capteurs à bord de drones, de surface. Là, ici, pour Eodine, le capteur, c'est le navire, quel qu'il soit, à partir du moment où il est équipé d'AIS. Et donc, on a une flotte, finalement, de plus de 100 000 navires qui sillonnent les océans et qui nous permettent de faire des mesures à travers le monde en simultané grâce à la puissance du numérique et du spatial, puisque les données AIS dont on parle, elles sont collectées par satellite. Donc, c'est une technologie, comme je vous l'ai dit, de rupture, qui vient avantageusement compléter une autre technologie issue du spatial qui permet d'observer les courants marins depuis l'espace, donc l'altimétrie satellitaire, avec
des différences fondamentales, mais aussi très complémentaires de l'altimétrie. Première différence, c'est qu'on a un capteur qui est dans l'eau. Donc nous, on mesure en fait le courant total qui tient notamment compte de la marée, du courant lié à l'action du vent sur la surface de l'eau. Donc ça, c'est un élément important. Par contre, avec une limitation, c'est qu'on est limité à la présence de navires sur zone. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de navire, la technologie ne fonctionne pas. Donc les zones polaires, certaines zones dans le monde qui sont moins denses en termes de trafic maritime nous posent problème en termes de couverture spatiale. Et donc ce que nous faisons actuellement, c'est que nous travaillons à développer des produits fusionnés altimétrie et courant que nous avons baptisé OS, Omni Situ, donc données in situ mais spatialisées et simultanées à l'échelle de la planète, pour développer des services à valeur ajoutée. Donc on a une approche un peu duale, c'est-à-dire qu'on est capable de fournir de la donnée de courant marin réellement observé à des acteurs qui en ont besoin pour différentes applications. Je pense en particulier au domaine militaire avec qui nous avons actuellement sur le secteur sur lequel nous avons actuellement des projets et nous communiquerons dessus la semaine prochaine sur un projet avec le CHOM et la DGA. Et puis également de travailler en proposant en fait des services à valeur ajoutée. Et parmi les services que nous développons, il y en a un en particulier que nous mettons en avant. C'est un service que nous avons baptisé Seaways, le Waze de la mer. Donc, vous connaissez tous Waze. Et donc là, l'idée, c'est de proposer un service de routage maritime, mais qui est alimenté grâce à nos cartes de courant en temps réel. Donc là où Waze va utiliser des cartes routières, nous on va produire notre propre carte de courant et sélectionner les meilleures routes pour permettre aux navires de faire des économies de carburant. Donc c'est un service qui fait écho également à la présentation d'Eric Brel là, sur le smart shipping et la green economy tout à l'heure. On va retrouver là des points communs également. Donc en termes de perspective et de besoins, donc là j'ai fait le focus sur un service particulier que nous développons Seaways. Nous avons lancé récemment un projet de démonstration dans lequel nous avons associé différents acteurs, dont CMA CGM, Brittany Ferries, la compagnie maritime nantaise, pour ne pas les citer, et qui vise à évaluer, tester le service et à avoir des feedbacks pour nous permettre d'améliorer le système de routage que nous allons proposer aux navigants dans les prochains mois, les prochaines années. Nous travaillons également à la production de nouveaux champs d'information par analyse de données AIS. Donc, je vous ai parlé de champs de courant, mais la technologie permet finalement de mesurer également tout ce qui touche à la résistance à l'avancement des navires. Et parmi ces paramètres, il y a le vent et les vagues. Et donc, on travaille au développement actuellement de nouveaux produits liés à l'environnement maritime. Et ce que vous voyez à l'écran, là au milieu, c'est une carte de vent dans le Pacifique, où on voit la corrélation entre le vent produit par Eodine en haut, à partir d'analyse de données de trafic maritime, et une carte de diffusiométrie en bas, issue de mesures satellitaires. Et puis, on commence à travailler également sur des sujets liés à des missions satellitaires de nouvelle génération, en lien avec la technologie altimétrique. Et donc, nous avons une collaboration actuellement avec le LEGOS qui vise à nous permettre à terme d'améliorer potentiellement les performances des missions dans des zones où l'altimétrie peut avoir des problèmes. Et on pense en particulier à la zone tropicale au niveau du golfe de Guinée, zone sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied. Donc, en termes d'accompagnement, pour suivre le canevas qui nous avait été proposé par les organisateurs, donc nous avons bénéficié de l'accompagnement de beaucoup de structures bretonnes et françaises et européennes dans le développement de notre activité. Je vous l'ai dit, société qui a 5 ans maintenant, 8 personnes, et c'est sans doute grâce aux structures qui sont listées sur ce diaporama, et ce slide en particulier. Il m'en manque une, c'est Morespace, qui a joué un rôle très très important également pour nous aider à nous développer. Donc, on a bénéficié de l'aide de l'ESABIC Nord France sur un projet de routage maritime donc lié à Seaways. On est également membre du Copernicus Incubator. Et parmi les gros sujets et les grosses aides qu'on a pu obtenir récemment, il y en a une en particulier qui mérite d'être signalée, c'est une aide qu'on a obtenue dans le cadre des projets qu'on appelle IAP, qui s'appelle maintenant Pulstar, d'après ce que j'ai pu voir sur la présentation d'Eric Brel tout à l'heure, et qui nous a permis en fait de financer une étude de faisabilité, dans un premier temps une étude papier, permettant d'affirmer la viabilité d'un service d'observation des courants marins à destination de l'offshore pétrolier. Et maintenant, on est rentré dans une seconde phase. On est en train de lancer un projet de démonstration toujours soutenu par le CNES et l'ESA dans le cadre de ce programme Pulstar, et
qui devrait nous amener à échéance de 12 mois à mettre en place un portail de démonstration prêt à l'emploi pour des compagnies pétrolières avec lesquelles nous travaillons déjà depuis quelques mois, longs mois maintenant. Et puis, un point également sur un sujet qui a de l'importance pour Eodine. Le CNES a lancé assez récemment une initiative liée aux navires autonomes en lien avec le cluster maritime français. Donc, on est associé aux discussions également de ce groupe de travail autour du navire autonome. Et l'initiative que nous portons autour de Seaways trouve une place intéressante, je pense, sur ce type de sujet. Et donc, c'est l'occasion de remercier à nouveau le CNES de nous avoir associés à cette feuille de route et cette initiative. Et donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais présenter dans les 7 minutes qui m'étaient imparties. Donc si vous avez des questions par la suite, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Pardon, Anaïs, le son. Ouais, merci beaucoup, Yann. On va passer aux questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Donc, je laisse Anaïs. Alors, je vais en prendre une par entreprise. Je vais commencer par ceux qui ont démarré. Donc, une question pour Olivier Michel d'Unsynlabs. Donc, une question sur la flotte de nanosat. Combien de nanosat constitue donc une constellation? Et je posais 2 questions en même temps. Les données collectées via la mission BRO1 ont-elles donné satisfaction tant qu'elles aient été collectées? Voilà. Merci pour les questions. Effectivement, l'idée, nous, c'est d'avoir une constellation d'une vingtaine de satellites à horizon 2022-2023. Donc, un cette année qui s'appelle effectivement BRO1 l'année dernière et 2 autres à venir cette année. On va continuer le déploiement 2021-2022. Et oui, BRO1 est déjà opérationnel depuis l'année dernière et on fournit déjà des données qui donnent satisfaction aux clients. Je ne pourrais pas évoquer forcément le nom de ces clients, mais ouais, qui donnent pleinement satisfaction aujourd'hui. J'ai Alexia à côté de moi qui me pose une question dans l'oreillette. Je vais la laisser la poser en direct du coup. La question que j'avais, c'était est-ce que vous allez finalement le lancer aussi au même endroit que vous avez lancé le premier satellite en Nouvelle-Zélande, ou est-ce que vous avez prévu de passer par un autre opérateur au niveau du lanceur? Ouais, pour le moment, on continue avec l'opérateur en Nouvelle-Zélande, Rocket Lab, pour les 2 tirs, enfin le tir à venir pour les 2 satellites cette année. Mais après, voilà, on regarde un peu tout ce qui se fait. La problématique aujourd'hui, c'est de trouver les lanceurs et de trouver de la place sur les fusées. C'est aujourd'hui la vraie problématique. Donc aujourd'hui, on est avec eux. Demain, pourquoi pas tirer depuis Kourou et depuis la France, quoi. Donc ouais, on regarde. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question du coup pour Antoine Thébault de Cyproven. Vous avez parlé de missions pour le suivi de cétacés notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres types d'observations qui ont été faites via votre flotte et via les Sphyrna? Oui, alors dans les missions qu'on a pu faire, en fait, comme je disais, on collecte plusieurs paramètres en même temps sur une même mission. La mission des cétacés, c'est une mission qui était... l'objet principal de ces missions, c'était le suivi de cétacés. Donc pour ça, on utilise des hydrophones qui sont placés sous les bateaux. Donc ça, c'est la spécificité de la mission. Mais au-delà de ça, on a collecté tout un tas de paramètres environnementaux, notamment sur, par exemple, différents polluants. Alors dans les polluants qu'on a pu observer, c'est toutes les différents polluants, alors microplastiques, tout ce qui va être lié aux huiles qu'on peut retrouver dans la mer, et puis aussi beaucoup la radioactivité, qui est une demande qu'on a de plus en plus, puisqu'on a travaillé là avec une entreprise partenaire qui s'appelle l'Emerpax, avec qui on a développé justement un senseur un peu particulier qui permet justement de faire de la mesure de radioactivité. Donc ça, les polluants en général, c'est des sujets qui nous intéressent pas mal. Et puis après, on a aussi tout un tas de paramètres sur justement plutôt des aspects de courantologie qui nous permettent de faire des mesures
mesures complémentaires, encore une fois, à ce qui s'est fait. Et donc ça, c'est des choses qu'on a pu faire dans les missions précédentes. Voilà. Après, l'objectif justement des prochaines missions qu'on veut développer, c'est de pouvoir justement tester d'autres types de missions plus spécifiques, à la fois, comme je disais, sur la partie surveillance, parce que c'est aussi un outil de surveillance sur de très larges zones, donc qui est complémentaire là aussi aux outils notamment de la Marine nationale, mais c'est aussi voilà, pouvoir faire d'autres missions en mer sur un peu les applicatifs que je donnais tout à l'heure, sur des applicatifs offshore, voilà, pour faire de la bathymétrie, pour faire tout un tas de choses. Ça va dépendre un peu des futurs clients qu'on arrive à embarquer avec nous prochainement. Voilà. Bien, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Je vais passer je pose une petite question à Solène de CLS. La question porte sur les domaines d'application qui sont visés par Kineis. En fait, ce qui concernait seulement le maritime. Et sinon, quels sont les autres domaines d'application pour lesquels Kineis est pertinent? Alors, Kineis va adresser plusieurs secteurs d'activité, donc toute la partie environnementale dont je parlais et dont CLS fournit le service. Après, ils vont aussi fournir, en fait, c'est l'IoT, donc plusieurs types de thématiques, typiquement le suivi des animaux, que ce soit marin, bien sûr, mais aussi terrestre, suivi de conteneurs, des choses comme ça. En randonnée aussi, on pourra suivre des personnes qui partent randonner, qui ont besoin d'une assistance. Voilà, c'est beaucoup de marchés. Mais je vous invite du coup à contacter peut-être directement l'équipe Kineis qui vous donnera encore plus de détails si nécessaire. Merci beaucoup Solène. Et du coup, j'ai fini avec des questions pour Yann autour de Seaways. Pour savoir si là il était question de tests avec certains armateurs. Est-ce que du coup l'application est disponible en téléchargement, et si oui, est-ce qu'il y a une idée du nombre de téléchargements? Et je pose une deuxième question du coup qui est liée. Est-ce que ça peut être intéressant à échelle plus fine pour les plaisanciers par exemple? Et Yann, on n'entend pas, je pense que ton micro est coupé. Voilà, alors c'est mieux? Oui, excusez-moi. Donc je disais qu'en fait, il n'y a pas d'application en téléchargement aujourd'hui libre. Enfin, le service qu'on développe, Seaways, s'adresse principalement aux compagnies maritimes, partenaires du projet Early de démonstration. Et en fait, on prévoit malgré tout une version orientée plaisance, mais qui devrait commencer à voir le jour à échéance de on va dire 12 à 24 mois. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le focus aujourd'hui Seaways. Vraiment le principal axe, c'est le développement d'un service de routage pour aider les compagnies maritimes de transport à réduire leurs émissions de CO2. Voilà, c'est vraiment le focus. Mais ça viendra. Parfait, ça laisse des perspectives, c'est parfait. Voilà. Donc, merci à tous, on va s'arrêter là pour laisser, comme ça on est dans le timing et c'est parfait. Je repasse la main à Nicolas pour annoncer la session suivante. Merci Anaïs. Donc on a souhaité, comme je le disais tout à l'heure, donner la parole à d'autres acteurs du secteur maritime et notamment des acteurs qui peuvent nous donner une idée des besoins qu'il y a en termes d'applications issues de données satellitaires ou de technologies satellitaires. Et donc, Stéphane Alain Rioux d'Iberdrola a souhaité participer, et, enfin en tout cas à donner une réponse positive à notre sollicitation pour exprimer un peu quels étaient les besoins de la filière des énergies marines renouvelables. Stéphane, je te laisse la parole. Voilà, j'allume mon micro, ce sera mieux. Oui, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Et donc, je représente ici Iberdrola et le consortium Elmarine. Je suis Stéphane Alain Rioux, directeur du développement et territoire du projet de parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc. Peut-être juste quelques mots sur Iberdrola.
qui n'est peut-être pas forcément connu encore tout à fait en France, même si on est connu chez les industriels pour qui on vend de l'électricité et maintenant depuis janvier pour les particuliers. Iberdrola, c'est 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 34 000 personnes réparties dans un peu plus de 30 pays. Et Iberdrola a fait le pari il y a une quinzaine d'années maintenant de faire vraiment de l'énergie verte, puisqu'en fait on fait de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore et du photovoltaïque. Et donc on a aujourd'hui plus de 33 000 mégawatts qui sont produits par nos différentes usines électriques. On est le leader mondial des énergies renouvelables éoliens et photovoltaïques, premier en Europe, premier en Angleterre et en Espagne. Et on est donc, comme je vous le disais, présent dans de nombreux pays. Alors, j'essaie de faire passer la diapo suivante, mais je n'ai pas l'air d'y arriver. Voilà. Présent évidemment en Europe, on est aussi présent aux USA et puis en Amérique du Sud. Et des développements sont prévus hémisphère sud, en Australie et aussi au Japon. Le projet de Saint-Brieuc, peut-être juste pour vous recadrer, parce que c'est là-dessus que je vais exprimer les besoins qu'on peut rencontrer sur l'éolien posé. Le projet de Saint-Brieuc, c'est 62 turbines de 8 MW qui vont être installées. Ça représente à peu près 1800 gigawattheures. Ça fait à peu près 9% de la consommation de la Bretagne. Ça équivaut à la consommation, on va pouvoir alimenter 835 000 personnes, chauffage compris, donc sur la région bretonne. Les fondations qui sont utilisées, c'est-à-dire là où sont déposées les turbines, ce sont des formations jaquettes, hein, ce sont des treillis métalliques de très gros tonnage, dont une partie seront construites à Brest. La superficie du parc, c'est à peu près 75 km², donc ça représente un investissement aujourd'hui de 2,4 milliards d'euros, un peu plus, et pour une mise en service prévue fin 2023, dernier trimestre 2023. Alors, les besoins en spatial, on va les retrouver sur des thématiques qui ont déjà été abordées par les intervenants précédents. On a évidemment des besoins qui sont communs et différents en fonction de la vie du projet. On a beaucoup de besoins, en particulier au début, liés à tout ce qui est données géophysiques de l'océan, données météo-océanographiques, en phase de développement pour définir évidemment les zones propices au développement des parcs, mais aussi pour caractériser l'environnement de ces parcs dans le cadre de tout ce qui concerne les études réglementaires de type études d'impact, etc. Et donc là, on a des besoins importants, des besoins aussi sur la qualité des eaux marines, sur différents paramètres, hein, physico-chimiques évidemment, mais aussi sur des paramètres de type turbidité ou des paramètres liés à la biologie, plancton, etc. Donc l'ensemble de ces éléments-là sont vraiment utiles pour le développement des parcs. Et puis on a aussi des développements et des besoins liés à tout ce qui concerne des espèces un peu emblématiques, hein, de type mammifères marins, on les a cités, mais il peut y avoir aussi d'autres espèces suivant le site où on se trouve. Et donc ces paramètres-là, ces éléments de suivi biologique, plus ils sont en temps réel et plus ils peuvent être fréquents, plus ils intéressent les développeurs de parcs, de façon à s'affranchir de la difficulté d'aller sur site en bateau. Tout le monde le sait ici, quand on travaille offshore, ce sont des coûts beaucoup plus importants, des éléments de sécurité qui sont aussi importants à mettre en œuvre pour les développeurs. Et donc, plus on peut s'affranchir de ces éléments-là, plus le développeur est intéressé des résultats qu'on peut obtenir. On a aussi évidemment, lié à ces phases soit de développement, soit de construction ou en exploitation, un besoin qui est récurrent, qui est la mesure des activités maritimes. Bien évidemment, tout ce qui concerne les trafics de bateaux, que ce soit les bateaux de commerce, les bateaux de plaisance et évidemment la pêche, puisque un des principaux voisins des parcs éoliens dans le monde, ce sont la communauté des pêcheurs professionnels. Et donc voilà, l'ensemble
l'ensemble des données liées à la pêche intéressent toujours les développeurs, que ce soit, comment dirais-je, des données statistiques, des données historiques et de compilation historique, et aussi des données en temps réel. Ces données en temps réel, elles sont importantes aussi en phase d'exploitation et en phase de construction. Parce que la coordination maritime autour d'un champ, ben, c'est un élément essentiel de la sûreté du champ, de la sécurité dans le champ, et donc pour le développeur, la garantie que les éoliennes ne vont pas être, comment dirais-je, sujettes à des pannes ou à des collisions. Et donc ces éléments de coordination maritime sont très prisés. Il faut voir que sur un champ, par exemple comme Saint-Brieuc, on attend dans les pics de construction du champ, la présence sur site, sur le plan d'eau, d'une quarantaine de navires, allant de petits bateaux de 20-30 mètres jusqu'à des bateaux un peu plus monstrueux de 200, 220, 240 mètres. Donc voilà, on va avoir une noryade de bateaux qui vont être présents, et donc tout ce qui aide à la coordination maritime et à la surveillance en temps réel et sont des éléments qui sont pris en compte. Sont liés aussi, en particulier en phase de construction ou en phase de maintenance, tout ce qui concerne ce que j'ai marqué Health and Safety, en fait tout ce qui concerne le suivi des personnels. Tout travail à la mer, dès qu'on peut augmenter la mise en sécurité de nos personnels lorsqu'ils sont en travail offshore, sont des besoins réels et qui sont appréciés des développeurs, parce que, en particulier chez Iberdrola, où la politique comment dirais-je, de hygiène et sécurité pour les personnels est extrêmement, une préoccupation quotidienne et extrêmement forte. Voilà, si on peut garantir par des moyens de surveillance, des badges ou que sais-je, en temps réel, la présence des personnels sur site, ce sont des données qui intéressent fortement l'exploitant. Et puis évidemment, pendant la phase d'exploitation, la surveillance en temps réel d'incursions ou de mise en alerte de mouvements de bateaux qui pourraient être dangereux pour eux-mêmes et dangereux pour le parc, sont aussi des services que l'on recherche. Il y a évidemment des aspects des mesures sur site par caméra, par radar, mais si on peut compléter, comment dirais-je, ces systèmes par des systèmes opérationnels et qui peuvent être des systèmes à partir de données spatiales ou de données de sécurité, ce sont des choses que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc, on a beaucoup de champs d'action et de compartiments différents qui peuvent intéresser le spatial et les énergies marines renouvelables. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine expansion, et ses besoins, je pense, vont être aussi multipliés par le développement des futurs champs éoliens offshore flottants, qui seront un peu plus loin, comment dirais-je, en mer, et qui donc vont augmenter les difficultés d'intervention offshore, puisqu'évidemment, ils seront plus éloignés et en mer plus ouverte. Et c'est là que les systèmes satellitaires ou les données spatiales vont vraiment retrouver, elles aussi, un intérêt majeur. Et pour vous donner une idée, on ne se rend pas bien compte en France parce qu'on n'a pas encore de champs d'éoliennes offshore en France, mais depuis le début d'année, là, sur les 6 premiers mois, il y a 2,2 gigawatts qui ont été installés. C'est-à-dire il y a une dizaine de champs qui ont été mis en service dans le monde, et particulièrement en Europe. L'Angleterre vient d'annoncer qu'elle va passer de son objectif de 30 gigawatts à 40 gigawatts. Là, ils ont remonté leurs objectifs et leurs ambitions dans ce domaine-là. Donc voilà, on voit qu'il y a un très fort développement sur ce marché qui est un marché international, et donc tous les services qui pourront être apportés dans ce domaine-là par les données satellitaires, ou la combinaison mesures de terrain, mesures satellitaires, mesures d'alerte, mesures en temps réel, vont pouvoir faire l'objet de commandes et de développement pour les propriétaires et les exploitants de champs d'éoliennes. Donc, on reste ouvert. Alors, comme tout domaine dans l'offshore, et les intervenants
qui m'ont précédé le savent bien, on est à la croisée entre une industrie mature, offshore, très formatée, standardisée, qui n'aime pas l'aléatoire, qui n'aime pas, comment dirais-je, des choses qui ne sont pas éprouvées, et en même temps une industrie technologique qui est aussi friande d'innovation et pour trouver des nouveaux systèmes qui pourraient l'amener à soit plus de sécurité, soit une optimisation de la production électrique, soit, comment dirais-je, à de la donnée en temps réel qui permettent de mieux manager et les personnels sur zone ou les matériels. Et donc on est toujours à cette croisée des chemins, ce qui fait que parfois le ticket d'entrée est un peu compliqué dans cet univers, puisqu'il faut faire la preuve de la robustesse de sa technologie et en même temps de l'innovation de sa technologie. Donc voilà, il faut que les gens qui proposent de nouveaux services, de nouveaux outils, soient prêts à ce petit parcours qui va être un mix d'innovation et de robustesse, comme je le disais. Bon, voilà un panorama très rapide, comment dirais-je, des besoins qui peuvent être identifiés. Je suis ouvert donc aux questions si jamais ça suscite des réactions des intervenants précédents ou des questions de ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup Stéphane. C'était très intéressant et ça laisse de belles perspectives. Et je vais faire une grosse question, il y en a deux dedans. Donc, est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été lancées qui utilisent des données satellitaires dans la phase de développement du parc de Saint-Brieuc? Et la question qui est un petit peu induite, c'est qui détermine ces commandes? Est-ce que c'est une demande du territoire? Est-ce que c'est une demande d'Elmarine Iberdrola? Enfin voilà, qui chapeaute tout ça? La demande de qui c'est fait? Alors, on travaille, comment dirais-je, pour être complètement transparent, assez peu sur ces données satellitaires, même si on est en train d'augmenter notre commande potentielle. Le premier travail que l'on a eu, c'est sur du suivi d'opérations en mer, comment dirais-je, sur des suivis de trafic maritime. Donc pour voilà, obtenir des statistiques, et c'est aussi sur comment dirais-je, comment utiliser comment dirais-je, des données satellitaires sur tout ce qui est production soit de turbidité en surface, soit sur comment dirais-je, de la surveillance de pollution éventuelle des matériels. Alors, non pas pour mesurer de la pollution, mais pour détecter et alerter si jamais des pollutions devaient se faire jour. Donc aujourd'hui, c'est ces deux types-là qui ont été faits. On voit qu'on va avoir dans les mois qui viennent, et en particulier dans la phase construction, un autre besoin qui est lui tout à fait identifié et qui est prévu par nos prestataires et nos contractants, qui concerne la coordination maritime. Donc là, vraiment de la donnée AIS, de la surveillance maritime qui va être faite. Donc ça, c'est vraiment pour le constructeur en tant que tel. Après, donc c'est Elmarine qui commande, hein, qui fait la commande auprès des prestataires. Alors, de deux manières, soit lui directement, par exemple la coordination maritime est sous la responsabilité du constructeur exploitant, soit en demandant à ses prestataires de rang 1, c'est-à-dire des gens comme Vanord qui vont installer des jackets en mer, ou des gens comme Prismian qui vont installer des câbles en mer, ou des gens de Siemens qui vont installer les turbines, ou des gens de Engie, GI, Saipem qui vont installer l'association électrique. On peut aussi, comment dirais-je, dans nos cahiers des charges, leur spécifier un certain nombre de paramètres et de data dont on a besoin et dont on veut qu'ils les mettent en place. Et puis, donc ça, c'est nous qui assumons la commande. Et en effet, on a aussi des retours du territoire. Alors en fait, ça se passe,
on a aussi des administrations et des autorités françaises qui n'ont pas toujours des données, comment dirais-je, à jour et des données disponibles sur un certain nombre des paramètres que j'ai cités. Et donc, à ce moment-là, le développeur se substitue un petit peu à ce qu'il pourrait attendre des données publiques pour venir extraire de ce qu'il existe les informations qui l'intéressent. Donc, c'est toujours un jeu entre la demande vraiment dédiée à la construction et à l'exploitation du champ et aussi à la demande plus sociétale ou une vision plus large d'insertion du champ dans son territoire qui nécessite aussi ces commandes-là. Donc voilà un petit peu comment ça se passe aujourd'hui pour Saint-Brieuc. Et donc je pense en effet des commandes plus importantes dans les mois qui viennent, puisque le champ doit être construit entre 2021 et 2023, et donc on aura là certainement des possibilités de contractualisation plus importantes. J'ai envie de dire à bon entendeur. Hein. Exactement. Mais on se connaît déjà pour certains. Quasi tous. Un grand merci. Je vérifie juste. Je pense qu'on est un petit peu en avance, mais c'est très bien, parce qu'on est tous un petit peu chargés. Donc, je pense que c'est une bonne chose, que l'essentiel a été dit. J'espère que vous avez profité de votre temps de parole, et pour les personnes qui nous écoutent, que vous avez trouvé ce webinaire intéressant et qu'il a su répondre à vos attentes. Je remercie mes deux coéquipiers pour cette conférence, donc Nicolas et Alexia. Et je vous remercie de votre attention, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos contacts. Si vous voulez une mise en relation avec l'un de nos intervenants, vous n'hésitez pas, et on se chargera de vous mettre en relation, tout simplement. Un grand merci à tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.